Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être venus encore si nombreux ce soir pour ce nouveau lundi du 1. Ce soir, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Yasmine Belkaïd. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, à celle du 1 de Pinault Fondation, de Pinault Collection. Yasmine Belkaïd, vous êtes la directrice générale de l'Institut Pasteur, grande institution. Depuis janvier 2004, un peu plus d'un an, vous avez effectué le plus clair de votre parcours professionnel aux États-Unis pendant presque 30 ans. Si je vous avais invité il y a un peu plus de 50 jours, j'aurais commencé à vous interroger sur votre parcours. Bien sûr, on va y revenir, on va y venir. Je vous aurais interrogé sur vos inquiétudes pour la recherche en France, sur les budgets qui diminuent, sur la manière que nous avons de sacrifier l'avenir, parce que la science, ça ne crie pas, ça n'a pas des rendez-vous calendaires politiques. Mais là, je trouve qu'il y a une synchronicité tellement terrible entre votre venue et l'ahurissante politique, si on peut parler de politique, du président américain, depuis qu'il est arrivé, il est revenu à la Maison-Blanche, mais aussi depuis quelques jours, en particulier, j'allais dire, les attentats portés contre la science et les scientifiques, qu'évidemment, la question qui me brûle les lèvres pour commencer cet entretien, c'est de vous demander comment vous réagissez à ça, puisque c'est sûrement de l'ordre de la réaction d'abord, presque épidermique, puisque vous êtes aussi américaine, vous avez la nationalité américaine, et comment vous interprétez ce qui se passe et quelles en sont les conséquences possibles. Mais déjà, nous décrire ce que vous savez de ce qui se passe chez vos collègues chercheurs aux États-Unis. Déjà, la notion de risque, je pense qu'il y a 50 jours, je l'aurais décrit très différemment. Aujourd'hui, le risque, je le vois d'une façon très différente. Je peux voir au travers de mon expérience de scientifique, au travers du quotidien que je vis, de mes collègues, de mes étudiants, des gens que j'ai formés aux États-Unis, de l'écosystème dans lequel je viens. Je les vois en fait être harassés, torturés mentalement. Torturés mentalement. Oui, torturés mentalement, renvoyés, parce qu'ils osent travailler sur la diversité génétique, ou travailler sur la santé de la femme, ou travailler sur HIV chez les femmes en Afrique. Ça, c'est un sujet tabou. Travailler sur des domaines de recherche fondamentalement importants. Ils sont tous assis à attendre de recevoir un email, de savoir s'ils vont avoir une position ou non. J'ai appris, par exemple, que tous les jeunes scientifiques qui avaient été recrutés au NIH, dans l'endroit dans lequel je viens, qui est un peu l'équivalent de l'INSERM, et qui ont commencé leur laboratoire. Donc, c'est vraiment les gens les plus exceptionnels. Donc, sur les instituts de la santé ils vont être nationaux. En fait tous renvoyés. Tous renvoyés. Parce qu'en fait, toute personne qui a une position non définitive peut être renvoyée. C'est ça. Donc, en fait, on voit une attaque systématique sur la recherche, sur la science, sur des thèmes de recherche, un climat de peur, un climat de silence. Dans l'institution dans laquelle je viens, les gens ne peuvent plus parler, ne peuvent plus communiquer, ne peuvent plus voyager. Donc on voit quelque chose qui, il y a à peine 2 mois, semblait impossible. Vous me disiez, avant qu'on commence, que dans ces instituts, on affiche maintenant, enfin, on accroche les photos des nouveaux maîtres. Oui. Alors on m'a envoyé juste cette photo il y a quelques jours, dans laquelle sont apparues les photos de ces maîtres, en fait, dans tous les endroits du NIH, où en fait des photos de propagande arrivent de partout, totalement nouveau, enfin, quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Oui. Cette peur, elle est liée au fait que ces chercheurs, par milliers, peuvent perdre leur emploi. Et aux États-Unis, on n'a pas un système... Tenez, on va vous donner un micro peut-être plus puissant. Aux États-Unis, on n'a pas les protections sociales qu'on peut avoir dans des pays comme le nôtre. Qu'est-ce qui arrive concrètement? Qu'est-ce qui peut arriver à ces chercheurs dès lors qu'ils sont fired, comme disait cet apprentice de la télé-réalité qu'est Donald Trump? Imaginez quelqu'un qui a passé toute sa vie avec un rêve, celui de devenir scientifique. C'est des gens qui ont fait des choix courageux, qui ont fait des études longues, qui ont commencé par faire une thèse, et puis ensuite qui sont partis, souvent à l'étranger, qui ont travaillé très très dur, qui ont fait ce qu'on appelle un postdoctoral fellowship, donc ils ont travaillé pendant 20 ans pour être là. Imaginez en fait tout ce rêve qui peut être en fait enlevé du jour au lendemain. Et en fait, il n'y aura pas de position pour ces jeunes scientifiques. Le jour où ils perdent leur travail aux États-Unis, il n'y aura pas assez de position pour eux. Ce qui veut dire qu'on a formé des gens au plus haut niveau possible de connaissances qui peuvent se retrouver en fait sans aucun travail. Et les États-Unis, à la différence de la France, il n'y a pas de filet. Une fois que les gens n'ont plus de position, n'ont plus de retraite, ils n'ont plus rien.
Donc, il n'y aura pas assez d'industrie ou d'université pour absorber justement tous ces scientifiques qui vont perdre leur travail. Oui. Alors, cette situation, elle est d'autant plus cruelle, j'imagine, pour vous, qui avez fait le choix, au milieu des années 90, finalement, de partir aux États-Unis parce qu'on vous offrait là-bas des possibilités, des choix qui n'étaient pas ouverts en France pour vous et pour une femme chercheuse en particulier. Oui, alors c'est pour ça que pour moi c'est horriblement paradoxal cette histoire. Je suis partie justement parce que la France à l'époque n'offrait pas suffisamment de possibilités pour les jeunes scientifiques. Et dans cet esprit d'aventure, j'ai pu vraiment le découvrir aux États-Unis avec beaucoup de possibilités, de rêves, d'énergie, de ressources. Donc j'ai eu une carrière extrêmement joyeuse et que j'ai pu mener aux États-Unis. Et en fait, aujourd'hui, de voir en fait cet écosystème qui était extrêmement dynamique et qui était très international se détruire, c'est quelque chose d'extrêmement difficile pour moi, effectivement. Quand vous dites écosystème, c'est qu'effectivement, il repose sur... aux États-Unis, il reposait, il faut qu'on parle au passé, peut-être qu'on révise nos temps, il reposait sur une possibilité de créativité, de collaboration. Comment vous définiriez le système américain, j'allais dire, avant, il y a 2 mois, pour la science? C'est un système qui avait été créé et pensé dans les années 40, juste à la suite de la Deuxième Guerre mondiale et du succès magnifique de la pénicilline. Du succès peut-être un petit peu moins joyeux pour l'humanité, oui, qui était ce qui était la passé, bombe, bien entendu. Mais quelque part aussi, cet effort collectif de recherche et le dynamisme économique qui a pu en sortir. Et en fait, sur la base de cette beauté d'association, je ne parlerai pas de la bombe, mais de la pénicilline, entre la recherche et la puissance économique, il y a eu justement un travail qui a été fait de construire un plan pour en fait associer la recherche fondamentale à la croissance économique, et le HHS en est né. Et c'est une institution qui, en fait, avait pour but de maintenir une recherche de très haut niveau fondée par le gouvernement sur le long terme. Donc, depuis maintenant les années 40, aux États-Unis, il y a eu de l'argent continu qui a été injecté dans la recherche pour justement permettre à une recherche libre. Et l'idée, justement, on revient sur le risque, c'est que le risque devait être assumé par le gouvernement. Et c'était l'argent du gouvernement qui permettait ce risque en sciences, qui était injecté dans la société et qui devenait une force économique. Et on a vu des scientifiques, évidemment, on connaît Einstein, on sait qu'Einstein est venu, mais il est un peu l'arbre qui cache une grande forêt, puisque pendant des générations, et c'est ce que vous dites dans certains entretiens, une des forces du système tel que vous le décrivez, c'était d'accueillir des chercheurs du monde entier et de partager les idées et d'écouter les idées des uns et des autres. C'était exactement ça. Quand on regarde les universités aux États-Unis ou les laboratoires, il y a des gens du monde entier. En fait, ça a été un brain drain. On est tous partis aux États-Unis. Donc cet écosystème de recherche, qui en fait les gens revenaient, sans doute repartaient. Beaucoup de scientifiques en France ont été formés aux États-Unis. Donc en fait, c'est un seul système. On fait tous partie de relations, de collaborations, de formations qui passent d'un pays à l'autre. Et cette fluidité fait la beauté de la science, qui est en fait un échange et un partage. Oui. Alors, les mots sont tellement nombreux pour essayer de définir ce qu'on vit en ce moment. On peut parler de purge, de néo-macartisme, on arrache des données, on les éradique du savoir comme ça qui va peut-être disparaître. Comment on peut, avant de dire se remettre de ça, mais quel est le moyen de lutter? On a vu des manifestations de chercheurs la semaine dernière, c'est rare qu'ils manifestent aussi nombreux, et certains disaient, mais on va accueillir des collègues américains en France. Est-ce que c'est une utopie? Est-ce que c'est réaliste? Qu'est-ce qui peut se passer pour vous? Déjà, il faut qu'on reconnaisse l'importance de ce qui est en train de se passer. Ce qui peut se passer, ce qui est en train de se passer, c'est cette destruction de la recherche, mais aussi de la recherche en santé globale. On sait par exemple que la destruction de PEPFAR et de USAID va éliminer l'accès aux médicaments à des gens dans les pays qui en ont le plus besoin. Par exemple, les antirétroviraux, par exemple. C'est ça. Donc il va y avoir des gens qui vont se retrouver sans traitement contre la tuberculose, sans traitement contre le HIV, le AIDS. Et ce qui veut dire que des gens non seulement vont mourir, mais il va y avoir aussi émergence de résistance à des antimicrobiens. Puisqu'en fait, quand on diminue la pression de médicaments, c'est là où les microbes commencent à évoluer. Donc on est en train aussi de créer une autre catastrophe, c'est-à-dire indépendamment de ce qui se passe pour l'humanité, il y a aussi des conséquences écologiques et des conséquences infectieuses qui vont se produire. Donc il va y avoir aussi des pertes de connaissances. Si on élimine tout chercheur aux États-Unis qui travaille sur la diversité génétique ou sur la santé de la femme,
par exemple. Petit problème. Oui, parce que c'est un mot qui a été interdit dans les projets de recherche. Le biological sex n'est plus un mot qui peut être utilisé. C'est-à-dire que ça n'existe plus. Plus de femmes. Plus de grossesse. Donc plus de comparaison entre plus de hommes, comparaison, femmes. plus de santé de l'enfant, plus de diversité génétique. Vaccins, ça reste encore un petit peu à savoir s'il y a des vaccins, parce que maintenant on a décidé que le measles pouvait être traité par un traitement avec la vitamine A. Alors, on a vu que le neveu de JFK, donc, qui est un complotiste, avait décidé de supprimer le vaccin contre la rougeole, et finalement il a dû revenir en arrière après la mort d'un enfant et d'un adulte. Oui, sauf que ce climat en fait, contre les vaccins est extrêmement dangereux. La rougeole, par exemple. La rougeole est une maladie extrêmement dangereuse, parce que non seulement elle peut tuer, mais je ne sais pas si vous le savez, mais la rougeole élimine toute la mémoire de votre corps. C'est-à-dire que quand vous avez des vaccins contre d'autres pathogènes ou une réponse mémoire contre d'autres infections, la rougeole arrive et élimine tout. C'est comme si vous deveniez un bébé. En fait, au niveau immunologique, c'est comme pour donc très fragile et vulnérable. Très fragile. Donc, d'avoir une infection à la rougeole est très dangereuse, mais aussi vous remet dans un système de naïveté au niveau du système immunitaire qui est complète. C'est vraiment une vraie catastrophe. Alors, vous parlez l'USAID, effectivement, qui ne reçoit plus, ces pays qui ne reçoivent plus d'aide. Et je crois qu'une ONG a commencé à calculer le nombre de morts tous les jours. Là, donc, cette surmortalité due au fait que les patients ne reçoivent plus de traitement. Les États-Unis sont sortis de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé. J'ai entendu François Gémen dire que probablement que le GIEC pouvait disparaître dès lors que les Américains sortiraient ou ne le soutiendraient plus. Qu'est-ce qu'on peut faire face à ça ? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Déjà, je pense qu'il faut se rappeler qu'on a un devoir collectivement de protéger la recherche, de protéger la connaissance humaine, de protéger la liberté. La recherche, c'est aussi la liberté de chacun à avoir accès à la connaissance, à une connaissance qui est informée, pour prendre des décisions qui sont importantes pour la société, accès à des traitements, accès à des découvertes qui servent la société. Donc on doit la protéger. Alors comment on le fait à notre niveau ? Donc effectivement, il y a beaucoup de discussions en ce moment en France de savoir comment on va accueillir nos collègues, notamment nos collègues qui sont menacés, comment on va le faire en Europe, comment on va monter des fonds collectivement pour être sûr qu'on protège ces scientifiques, et notamment ces jeunes scientifiques qui commencent leur carrière, qui sont absolument irremplaçables. Parce que la science, ce n'est pas quelque chose qu'on peut interrompre. Ce n'est pas quelque chose, on interrompt et on revient 20 ans plus tard, ou même 10 ans plus tard, ou même 4 ans plus tard, c'est trop tard. Trop tard. Quand les gens sont partis de ce système, quand on a perdu ce système de connexion et de connexion entre les gens, on ne le reconstruit pas. Donc c'est irremplaçable. Oui. Donc on doit absolument tout faire pour maintenir cette recherche, accueillir des scientifiques, être sûr qu'en Europe on puisse vraiment les accueillir. Oui. On a vu des sociétés être travaillées nuit et jour pendant des semaines depuis l'élection de Donald Trump pour absorber des données avant qu'elles soient détruites. Est-ce que c'est le cas dans des institutions scientifiques, avant précisément que passe cette espèce de grand siphonnage, cette espèce d'auto-dafé numérique? Est-ce que c'est quelque chose qui a été préservé? C'est exactement ce que font les scientifiques en ce moment. Ils sont en train de le faire discrètement, en train de sauver leurs data comme ils le peuvent, sachant que certains des data sont immenses. Ils n'ont pas forcément la capacité de les sauver. Il a été demandé aussi à des gens de changer des textes, c'est-à-dire par exemple un essai clinique, quelque chose de très très contrôlé. Il a été demandé à des gens de changer et de rétracter des mots, c'est-à-dire par exemple les mots vaccination, les mots diversité. Oui. Ce qui veut dire que si on change des mots d'un essai clinique, on invalide un essai clinique, on invalide une recherche. Et des gens sont en train de rétracter des documents scientifiques qui sont en fait des traitements pour les... C'est absolument hallucinant ce qui est en train de se passer. J'ai lu aussi que donc il y a cette liste de 120 mots qu'il faudrait afficher partout pour dire justement on ne peut pas dire minorité, on ne peut pas dire femme, on ne peut pas dire genre, etc. Je vais pas vous obliger à tendre votre bras pendant toute la soirée. Il y a des outils d'intelligence artificielle pour voir ce qui a été contourné. Un peu comme quand Flaubert, vous savez, dans Madame Bovary, a dû tout réécrire pour qu'il n'y ait pas de scène de sexe, il y a juste un carrosse qui bouge un peu sur une place qui tourne toute la journée. Vous voyez, et le procureur a vu qu'il y avait ça, mais il n'y avait pas les mots. Comment c'est possible de sauver des données scientifiques pérennes devant cette espèce d'écrasement? Comment c'est possible? Déjà, une grande partie des données scientifiques sont déjà publiées, existent, il y a beaucoup qui ont été publiées, mais par contre, il va falloir justement qu'on soit là pour accueillir des gens qui ont aussi des données et qui ont aussi des connaissances qui ne seront pas remplaçables.
Oui. Donc je pense qu'il y aura beaucoup de pertes. Je pense qu'on va perdre une génération de scientifiques. On va perdre une génération de connaissances dans le pays qui est celui qui a investi le plus en recherche dans le monde. C'est ça. Donc il va y avoir des choses perdues, il va y avoir des progrès immenses perdus, il va y avoir des carrières perdues, il va y avoir des formations perdues. Il n'y a pas d'autre... C'est évident. On va faire tout ce qu'on peut les uns et les autres dans la communauté scientifique pour protéger. Mais je pense qu'on ne pourra pas tout sauver. Non. Et est-ce que c'est réaliste de dire que certains de ces scientifiques, ces jeunes chercheurs, qui ont des projets aussi de recherche avec des instituts européens, français, etc., puissent venir ici en nombre pour travailler? Est-ce que c'est réaliste ou pour des raisons, j'allais dire presque de salaire, de train de vie, mais au-delà de ça, de capacité à pouvoir mener leurs recherches? La capacité va être un vrai problème. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour ça qu'il faudra sans doute être extrêmement focalisé sur les thématiques qui sont les plus en danger. Oui. Donc celles qui vont vraiment disparaître. Je pense que par exemple, moi je pense que tout ce qui est sujet de la femme, sujet de la santé de la femme doit être protégé. Il y a quand même une très grande violence dans ce qui est en train de se passer contre la femme. Oui. Donc je pense que la recherche associée à la femme au niveau de la santé doit être vraiment protégée. On doit aussi protéger des scientifiques qui travaillent sur la diversité génétique et comment justement ça influence les maladies ou influence l'évolution des pathogènes. Donc il va falloir sans doute qu'on regarde tous ensemble quelles sont les thématiques qui sont les plus dangereuses et qui, en tout cas, qui vont fragiliser le plus certains scientifiques et comment justement on peut de façon privilégiée recruter ces scientifiques. Oui. Alors, vous êtes une scientifique de renommée mondiale, une grande immunologiste. Vous avez aussi notamment travaillé sur le lien entre la mère et l'enfant. Est-ce que ce domaine-là est particulièrement menacé puisqu'il engage justement les femmes? Absolument. Il est extrême. Il est l'un des sujets qui sera le plus compromis. Tout ce qui a sujet à l'enfance, la femme, qui d'ailleurs était un problème avant. C'est-à-dire qu'en fait, la raison pour laquelle on ne connaît pas assez la santé de la femme, c'est parce que ça a été un sujet qui a été négligé depuis très longtemps. Donc on arrivait maintenant, c'était un moment de l'histoire de la recherche où on arrivait finalement à reposer cette problématique et à travailler ensemble. Donc en fait, qu'il y ait une régression maintenant, c'est terrible parce qu'on était déjà en retard. Donc à tout prix, il faut absolument qu'en Europe, on se mobilise pour protéger cette recherche qui est absolument fondamentale. Ouais. Alors, vous étiez aux États-Unis pendant le premier mandat de Donald Trump. Qu'est-ce qui a changé pour vous? Est-ce que déjà ça avait été compliqué ce premier mandat pour vous, scientifiques, et en quoi? Et là, on a l'impression qu'on a changé de nature. Vous qui travaillez sur les microbes, on a l'impression qu'il a été bombardé de certains microbes plutôt totalitaristes ou illibéraux, comme on dit dans un langage euphémiste. Déjà, le premier mandat, moi je me rappelle que c'est la première fois où j'ai pensé à revenir en France. Oui. D'ailleurs, j'avais pensé à revenir à Pasteur à l'époque. J'étais venue d'ailleurs. Et c'était mon fils à l'époque qui m'avait dit, mais si tout le monde part, qui va rester? Et il m'avait vraiment ébranlé à l'époque. Et je me rappelle, je me suis dit, mais il a raison. Et à l'époque, je pensais qu'on avait encore une voie. Et on avait encore une voie. Mais d'ailleurs, en fait, la science n'a pas été aussi targetée. Puis il y a eu le Covid. Et le Covid a créé un moment très particulier pour la relation entre Trump et la science. Ça l'a fragilisé, ça l'a un peu humilié. Il y a eu aussi des conflits très durs entre le NIH, Tony Fauci et lui. Et quelque part, il y a aussi un aspect dans tout ce chaos horrible, il y a aussi une vengeance personnelle. Oui. Et on le voit très bien. Par exemple, la personne qui a remplacé, qui est devenue de façon temporaire le directeur du NIH, était la seule personne de l'NIH qui était contre Tony Fauci. Donc, il a qui était contre, pardon. Contre Tony Fauci. Il a récupéré un scientifique dans l'écosystème et il l'a mis en directeur, Ouais. pour la seule qualification étant... Donc il y a vraiment quelque chose de très personnel aussi. C'est ça. Oui. Est-ce que... alors, je disais pour commencer notre conversation tout à l'heure, si, mais alors, c'est pas une dystopie qu'on vit, c'est la réalité, mais s'il n'y avait pas eu tout ça, j'aurais commencé par vous dire, c'est inquiétant la recherche en France, et je me souviens de vos propos... alors là, c'était pas Trump, mais c'était sur le Rassemblement national. Vous aviez peur, si le RN était arrivé au pouvoir en France, de ses positions, notamment sur les binationaux, sachant que vous êtes vous-même binational, avec la binationalité. Est-ce que le décor français est tout aussi inquiétant, même si on n'a pas un Trump au sommet de l'État? Et pourquoi y a-t-il des inquiétudes réelles sur la recherche en France aujourd'hui? Je pense que ce que c'est en train, c'est ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui est un moment dans lequel on doit tout regarder la réalité en face et que les choses peuvent changer très vite et partout. Qui aurait pu penser? Aucun de nous n'aurait pu prévoir
ce qui allait se passer aux États-Unis. Oui, vous parliez de l'optimisme américain. Tout va s'arranger. Oui, tout va s'arranger. C'est-à-dire qu'en fait, cette espèce d'optimisme qui est tellement contagieux et que j'ai trouvé tellement magnifique, en fait, devient aussi quelque chose de très dangereux aujourd'hui. C'est qu'en fait, être optimiste aujourd'hui aux États-Unis est, à mon avis, extrêmement dangereux. Et c'est en fait, ça va sans doute que les gens vont sans doute aller trop loin dans accepter trop de choses. Donc oui, je pense que si je devais revenir en arrière, je pense que regarder ce qui se passe aux États-Unis, c'est pour nous tous, ça devrait être un moment très particulier pour réaliser qu'il faut rester très très vigilant et que ce que l'on croit acquis peut être enlevé à tout moment. Dans la première puissance mondiale, d'un pays de démocratie, d'un des pays qui n'était pas parfait, loin de là, mais qui en tout cas avait certaines valeurs et certaines... Oui. Qu'est-ce qui vous inquiète précisément en France, en tant que chercheuse, en tant que patronne d'un très grand institut de recherche qui est l'Institut Pasteur? Je précise, vous êtes seulement la deuxième femme depuis 1887. Et Alice Dautry, il y a une quinzaine d'années avant vous. Qu'est-ce qui vous inquiète? D'abord, il y a la dimension des moyens, c'est-à-dire la dimension budgétaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Moi, ce qui m'inquiète, c'est que la science a été un petit peu oubliée. La science, c'est la raison pour laquelle je fais ce travail, pour laquelle j'ai passé toute ma carrière à travailler en science, c'est que c'est une mission. La science, c'est vraiment... C'est des gens qui se mettent au service d'une société, qui sont là pour adresser les problèmes d'une société, trouver des solutions. Donc c'est vraiment un aspect de protection de la société. Donc moi, j'appelle toujours les scientifiques des gardiens. Et c'est un rôle fondamental dans la société qui est nécessaire, qui vont être là pour regarder le type de maladie, un nouveau traitement pour le cancer, une solution pour les problèmes de changement climatique. C'est ce que font les chercheurs. Ils sont là, un problème, et ils travaillent ensemble pour y résoudre. C'est vraiment la fonction de la science. Donc c'est un besoin, une nécessité de société. Et ce que je trouve très triste, c'est qu'en fait, ce rôle fondamental dans la société a été un peu oublié. Comme si c'était une espèce de travail qui flottait, d'intellectuels qui se posaient des questions, alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. C'est vraiment des gens qui sont là pour trouver des solutions. Donc le rôle de la recherche, il est fondamental dans une société qui veut garder sa capacité à être en charge et en contrôle de trouver des solutions pour les personnes de la société. Mais c'est aussi ce qui nous permet de rester indépendants économiquement. Parce que la recherche, c'est une source extraordinaire de puissance économique pour un pays. Donc, par les brevets, par justement des découvertes qui deviennent en fait des choses qui deviennent être un objet de fabrication de médicaments, de produits, de découvertes. Donc je trouve que la place de la science en société a vraiment diminué et que l'image de la science n'est pas assez présente. Et donc elle devient souvent l'enfant pauvre de toutes les décisions économiques lorsqu'il y a des coupes budgétaires. Parce que pour qu'on le voit, une diminution de l'impact sur la recherche, il faut des années. Donc en fait, nous sommes toujours ceux qui vont bénéficier de coupes et de coupes et de coupes. Et c'est très dangereux de couper la recherche dans une société, parce que ce que je disais avant, c'est qu'on ne peut pas reconstruire après. Ouais. Oui. Et alors effectivement, nous, on est dans un agenda, Régis Debray appelle ça le présentisme, on vit au présent, on vit dans le court terme, et les politiques sont toujours dans le court terme, la prochaine élection, le prochain discours, etc. La science, c'est l'inverse de ça, ce n'est que du long terme. C'est du long terme et c'est des questions fondamentales pour nous tous. C'est de savoir comment on va freiner cette accélération dramatique des cancers chez les jeunes, comment on va changer ces évolutions de maladies inflammatoires, comment on va arrêter les maladies neurodégénératives, comment la prochaine pandémie, on sera préparé. Donc le rôle de la recherche, c'est d'être là, protéger, réfléchir, préparer. C'est sur le temps long et c'est quelque chose qu'on ne peut pas interrompre. Le monde est en évolution, nous sommes dans des changements écologiques sérieux. Les scientifiques, ce sont eux qui vont répondre à ces questions. Vous avez énuméré quelques dossiers très, très brûlants de la science, d'enjeux justement, de gardiens, comme vous l'avez dit. Les maladies liées au climat sont, demain, c'est elles qui vont être plus importantes que les autres, ou c'est celles que vous venez d'énumérer qui sont pour vous l'agenda, les 4 ou 5, les cancers des jeunes, les maladies inflammatoires, les pandémies? Ben oui, c'est en fait un monde en changement. Nous sommes des animaux dans un système qui est perturbé. Ces perturbations sont l'environnement, le type de nourriture que nous avons, même les émulsifiants que nous mangeons, en fait, créent des problèmes inflammatoires, la pollution, les changements climatiques changent aussi les microbes. Les changements environnementaux font de l'émergence de microbes qui sont résistants aux antimicrobiens. Donc,
je ne veux pas être catastrophiste parce que justement, on est là. La science est là, la recherche est là. Mais il faut justement garder cette recherche parce qu'on est en train les choses évoluent, les choses changent. Ce qui se passera demain, on ne l'a pas encore prédit. Il faut qu'on soit préparé, tout le temps préparé. Alors, vous êtes une grande spécialiste des microbes. Alors moi, les microbes, ça me fait peur. Mais alors, vous pouvez nous rassurer un peu? On a plein de microbes, il paraît, sur nous. Vous pourriez nous en dire un peu plus sur ces microbes? Ça ne devrait pas vous faire peur, les microbes. Ils sont partout. Et d'ailleurs, il y a sans doute plus de microbes en vous que de cellules. Mais oui, c'est ce que j'ai entendu une fois. Alors ça m'a un peu inquiété malgré tout quand même. Plus de microbes que de cellules, ça ne m'a pas rassuré du tout. Oui. Et dans les jours où vous vous sentez un petit peu trop important, rappelez-vous, vous n'êtes que microbe. Merci beaucoup. Je suis très heureux de vous avoir invité ce soir. Donc en fait, ces microbes, il faut se rappeler d'une chose, c'est qu'on vit dans cet environnement et ces microbes sont dans notre intestin, notre peau. Le microbiote alors. Le microbiote. Et ces microbes, ils sont absolument incroyables parce que c'est tous ces microbes qui en fait régulent nos tissus, apprennent à notre système immunitaire à fonctionner. Les microbes peuvent aussi changer même notre comportement. En fait, ils changent le niveau d'anxiété. Ils peuvent en fait changer au niveau du type de molécules produites par les microbes, mimiquent en fait des molécules qui sont utilisées par les neurones pour communiquer. Les microbes peuvent aider à la régénération tissulaire. Donc en fait, lorsqu'on est dans un système harmonieux, écologique, ces microbes sont une force extraordinaire de croissance, de régénération et de physiologie. Si quelqu'un me dit « je t'ai donné mes microbes », il faut que je sois plutôt content alors. Voilà. Mais ça dépend lesquels. C'est un acte généreux. Mais est-ce qu'on a conscience justement de cette variation de notre état en fonction des microbes dont on est porteur? Si vous avez conscience de ça, vous avez de la chance. Non. Ces microbes, en fait, répondent à des environnements environnementaux. Par exemple, on les nourrit. Chaque jour, en fait, le type de nourriture que nous avons change nos microbes. Donc, en fait, le premier médicament qu'on prend tous les jours, c'est notre nourriture. Cette nourriture va nourrir certains types de microbes et ces microbes vont avoir des fonctions particulières dans notre corps. Il y a aussi le type de produit que l'on met sur notre peau va changer aussi nos microbes. Et puis, l'environnement dans lequel on est. Si on voyage, par exemple, si on va dans une chambre d'hôtel, on acquiert les microbes de l'environnement. Donc on est tout le temps en train d'acquérir de nouveaux microbes et de diversifier ces microbes qui vivent avec nous. Oui. Alors, il y a exactement 5 ans, enfin c'était le 26 février, il y a eu le premier mort du Covid en France, 170 000 morts au total. Est-ce qu'on est prêt, compte tenu de ce que vous avez dit, on serait prêt à anticiper et à vaincre, en tout cas à combattre une pandémie de ce genre, compte tenu à la fois de ce qui se passe aux États-Unis et de l'état de la science et de la recherche en France aujourd'hui? Alors, on a eu cette discussion assez récemment à Pasteur et j'avoue que ce qui est en train de se passer aux États-Unis m'inquiète immensément par rapport à ça. Vous avez parlé de l'OMS, par exemple, on a parlé du USAID. La recherche pour protéger les pandémies, c'est une recherche collaborative, internationale, en network. C'est-à-dire, en fait, on s'est rendu compte que là où il y a eu l'efficacité maximale de réponse contre Covid étaient les endroits dans lesquels il y avait des connexions qui existaient avant. Des connexions entre les chercheurs, entre les cliniciens, Et aujourd'hui, on est en train de fragmenter ces connexions. À l'OMS, aujourd'hui, il y a des discussions de choix horribles, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va garder et qu'est-ce qu'on va abandonner. Et si on comme thème de recherche? Non, comme thème de protection. Et la question sous-jacente, c'est qui va mourir? Est-ce qu'on maintient ce vaccin? Pas ce vaccin. Est-ce qu'on maintient cette épidémiologie? Pas cette épidémiologie. Ils sont en train de faire des choix vitaux. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, à cause de ce qui se passe aux États-Unis, on est, de façon triste, je crois qu'on est dans une situation pire qu'on était il y a 5 ans. Parce que sans ces networks, et dans ce chaos qui se produit aujourd'hui, où seront ces gens qui vont être en communication? Où seront les ressources pour déployer des infrastructures et des gens? Donc c'est un moment très particulier dans lequel il faut absolument qu'on se repositionne très vite et qu'on protège ces networks qui existent. Si en fait ils sont complètement désintégrés, notamment dans des pays dans lesquels il va y avoir des émergences, et on sait très bien qu'en Afrique en particulier, si ces networks n'existent plus, on ne pourra pas les reconstruire en période de crise. Donc c'est un moment très particulier, 5 ans après la pandémie, où en fait, de façon assez sévère, je crois qu'on est sans doute dans une situation pire. Mais ce que vous dites là est terrible sur on va choisir qui va mourir. Est-ce que c'est une question
de priorités budgétaires, encore une fois, financières? Est-ce que c'est l'argent qui manque? Et deuxième question qui est liée, si les États-Unis reviennent dans une sorte d'isolationnisme obscurantiste, est-ce que nous, Européens, sommes en mesure, est-ce qu'il existe déjà une Europe de la science d'une certaine manière? Oui, il existe déjà une Europe de la science. L'Europe est très collaboratrice, mais elle doit l'être encore plus. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un moment dans lequel l'Europe doit aussi décider de son destin, et son destin doit aussi être la protection de la recherche, la protection de la santé de l'Europe et du monde. On ne vit pas d'une façon isolée. Un microbe ne va pas choisir de ne pas passer une frontière. La réalité, c'est que nous sommes tous interconnectés dans un monde en flux. Ça ne va pas s'arrêter aux frontières, ça ne va pas s'arrêter à des négociations diplomatiques, ça ne va pas s'arrêter à des problèmes. Donc, le plus on peut maintenir des networks, des connexions, le plus l'Europe continue à jouer un rôle de force au niveau de la recherche, mais aussi de la santé globale, plus on sera collectivement protégé. Oui. Alors, on dit quelquefois qu'il faut faire la politique de son histoire et de sa géographie. La France est encore dans un débat colonial, post-colonial. On reviendra dans un instant sur vos origines, sur votre parcours. Il y a ici une exposition extraordinaire qui s'appelle Corps et âme, qui a été inaugurée la semaine dernière. Et vous pouvez voir des œuvres, alors, beaucoup sur les Afro-Américains. Est-ce qu'on a une responsabilité particulière, nous, Européens, nous, Français, vis-à-vis de l'Afrique et de son état sanitaire? Je pense qu'on a une responsabilité d'être humain de ne pas abandonner les populations les plus vulnérables. Je pense que c'est européen-européen. Je pense que c'est une responsabilité d'être humain. Dès lors que les États-Unis considèrent que eux, c'est plus leur sujet. Je pense qu'il faut se rappeler de ce que ça veut dire être humain. Nous sommes tous des êtres humains. On ne peut pas abandonner une partie du monde et croire que les choses vont continuer. C'est notre responsabilité collective. Alors, un scientifique, je pense qu'il a une relation particulière avec la vérité, avec l'exactitude, avec ce qui est vrai. Est-ce que ce qui arrive aujourd'hui aux États-Unis, avec les risques aussi de contagion de ce type d'action, c'est aussi une attaque frontale de la vérité, du vrai? Oui, c'est absolument ça. Et c'est pour les scientifiques, mais je pense pour nous tous, c'est d'une violence extrême. Quand la raison, quand les données, quand la recherche qui a justement... On va parler par exemple du vaccin. Le vaccin, ça a été quoi? 20 ans de recherche fondamentale, oui, de recherche extrêmement puissante, des milliers de gens impliqués. C'est pas sorti d'un chapeau, c'est sorti d'une connaissance qui a été contrôlée, qui a été revue par plein de gens. Des milliers de gens ont été vraiment là pour vérifier. Donc, de l'écosystème de la recherche, c'est un système de scrutiny de la vérité, à tout niveau. Depuis qu'un étudiant fait sa thèse jusqu'au premier papier, des milliers de gens seront là pour vérifier, reproduire. Donc pour nous, cette notion de vérité, on y est extrêmement sensible. Lorsqu'on vient avec des datas, c'est quelque chose qui est construit sur des milliers de gens, oui, qui se sont vraiment challengés les uns les autres. Donc c'est quelque chose de puissant. Et quand ça devient absolument rien, et qu'on puisse aller dire, non, donner un peu de vitamine A pour un vaccin, c'est horrible. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus rien. Comment on va pouvoir, justement, si des milliers de gens qui travaillent collectivement ne valent rien par rapport à quelqu'un qui a énoncé une demi-vérité qu'il a extraite de je ne sais pas où, et que c'est le même poids, c'est très violent. Et ça remet en cause absolument tout ce pourquoi on travaille. Alors, dans son premier mandat, Donald Trump avait considéré que les ennemis de l'intérieur, c'était les médias. Fake news. Il appelait les médias fake. Aujourd'hui, les médias se sont rangés, se sont soumis. On l'a vu encore, le Washington Post, où Jeff Bezos a dit qu'il ne publierait que des informations pour la liberté de l'économie et aucune censure, aucune précaution, en tout cas pas censure, sur des contre-vérités, au nom de la liberté, peut-être du premier amendement, etc. On voit que là, dans ce deuxième mandat, l'ennemi de l'intérieur, c'est les scientifiques. Pourquoi cet honneur, vous croyez ? Cet honneur, ce triste honneur. Mais qu'est-ce que c'est que les scientifiques? Les scientifiques, c'est aussi le système des universités, les académiques. C'est tout un network de gens qui, justement, sont impliqués dans la construction de ce que pourrait être la vérité, de ce que doivent être les faits. C'est vraiment ce que font les scientifiques. C'est vraiment l'académique, c'est toutes les universités. Donc oui,
les détruire, qu'ils considèrent qu'ils soient irrelevants, ça semble tout à fait logique par rapport à la logique trumpienne. Donc éliminer les voix, éliminer les dissidences, éliminer toute personne qui puisse contester, oui. Éliminer les gens qui on le sait, dans les universités, c'est aussi là où généralement sont les rébellions, sont les gens qui vont résister. Les terroriser, leur enlever la possibilité de résister, c'est aussi une façon de neutraliser la possibilité d'être challengé. Donc d'attaquer la vérité, c'est au travers de la presse, à travers la vérité au travers des chercheurs, c'est vraiment tout à fait logique dans ce qui est en train de se passer. Alors, dans l'approche de Trump, de Vance, etc., il y a l'idée aussi que le wokisme est un mal, et le wokisme, ça passe notamment pour eux par la cancel culture, on efface. Mais eux aussi sont des cancelers, sont des effaceurs massifs du vrai. Absolument. Enfin, de toute façon, quand ils parlent de leur liberté absolue, c'est la liberté justement. C'est étonnant parce qu'en fait, à quel point les extrêmes peuvent se rencontrer. En fait, cette liberté absolue qu'ils prônent, c'est en fait une liberté justement d'éliminer. Et c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. C'est ça. Premier acte, c'est d'éliminer et d'enlever des mots et d'enlever tous ces mots importants dans la science. Deuxième acte, couper des recherches scientifiques. Troisième acte, censurer la presse. Je veux dire, tous ces textes de liberté, on savait très bien que c'était simplement des outils pour arriver là où ils sont. Mais ce que vous dites me fait penser à deux références. L'une de Otto Klemperer qui avait écrit sur le langage du Troisième Reich en disant cette phrase « L'ensauvagement du langage prépare l'ensauvagement des actes ». Montesquieu le disait d'une autre manière en disant si vous écoutez, vous êtes prêt à entendre des absurdités, alors vous êtes prêt à commettre des atrocités. Et l'autre référence, Hannah Arendt, sur la naissance du totalitarisme, qui dit « La dictature commence lorsque les gens, la population, ne sait plus faire la différence entre le vrai et le faux. » Est-ce que c'est ça qui nous arrive et comment un scientifique comme vous peut se sentir armé ou désarmé face à cela, comme si la vérité finalement ne comptait pas? Oui, mais je pense que c'est justement pour ça qu'il faut que, et d'ailleurs c'est pour ça que c'est très bien que je sois là et que vous mettiez en valeur des scientifiques et qu'il faut le faire de plus en plus. Il faut justement remettre les scientifiques et leur donner une voix qui puissent commencer à partager, qui puissent commencer à dialoguer. Je pense que ça fait partie aussi du travail de mettre en valeur ce que veut dire la science, pourquoi elle est là. C'est quoi le rôle de la science? Si on y réfléchit, c'est au service. Donc déjà de se rappeler de ça, de le remettre à la lumière, que ça fait partie d'un droit de société, au même titre que l'éducation, que la santé. La science est un droit de société. Donc déjà, il faut aussi que les sociétés se rappellent et remettent la science là où elle doit l'être. Il faut que les scientifiques soient capables de puissent expliquer. Il faut que les gouvernements donnent de la place aussi à la science, reconnaissent son importance au travers justement de financer la recherche, pour que justement donner à la science sa place. Il faut résister. Je pense que oui, ça me perturbe immensément, ça me fait peur de me dire comment est-ce qu'on va pouvoir justement réengager un dialogue. Mais il ne faut pas arrêter, il ne faut pas justement renoncer. Et surtout dans les pays comme la France, justement, on peut encore avoir ce dialogue. Et c'est le moment justement où il faut remettre de la place à la vérité, il faut remettre de la place dans ce que veut dire la recherche et pourquoi. C'est un moment très particulier dans lequel il faut renforcer justement cette notion de vérité et d'où vient la vérité, comment les décisions sont prises, pourquoi on fait les choses, quels sont les faits objectifs qui nous permettent de prendre des décisions. Dans une société idéale, il y a une alliance parfaite entre un gouvernement et la recherche, puisque la recherche est là pour informer pour les décisions. Et en fait, il faut qu'on revienne dans un système dans lequel les gouvernements sont dans un système capable d'intégrer la recherche pour prendre des décisions objectives. Alors, comment se fait-il dans ce gouvernement idéal qui serait effectivement ce couple qui fonctionne bien avec la recherche et le politique, comment se fait-il que dans la loi de finances pour cette année, il y a une coupe prévue de 630 millions d'euros, la plus forte depuis très très longtemps, et on connaît par ailleurs la stagnation des dépenses pour la recherche qui sont de 2,2% du PIB, ce qui est insuffisant comparé notamment aux pays voisins, aux pays d'Europe du Nord, etc. Qu'est-ce que vous leur dites aux dirigeants politiques ? Ce que je vous dis, c'est qu'on ne peut pas faire ça. C'est ce que j'essaie de faire depuis que je suis arrivée, en essayant de rappeler l'importance de la recherche, que c'est un investissement sur le temps long, que c'est quelque chose qui est pour les générations futures, qu'on ne peut pas ne pas investir dans la recherche,
que c'est vraiment là où on va avoir les solutions de demain pour l'environnement, pour nos enfants, pour notre santé, pour les personnes âgées, pour les personnes vulnérables, et qu'une société ne peut pas se permettre de ne pas investir dans la recherche. Donc c'est ce que j'essaie de dire, mais je ne sais pas si je suis très entendue. Voilà. Donc... Alors je vais vous citer dans un récent article paru dans Le Monde. Les décisions que nous prenons ou ne prenons pas aujourd'hui conditionneront la capacité de la France à assumer ses responsabilités en matière de santé publique ainsi que son rayonnement international. Il est temps de placer la recherche biomédicale et la prévention des maladies infectieuses au cœur de nos priorités. Et on rappelle que 17% du budget de Pasteur vient des subventions de l'État. Vous voulez que je commente sur mon... Commentez-vous vous-même. Oui. Et en fait... Ce qui me frappe dans la phrase, c'est les décisions que nous prenons ou que nous ne prenons pas. Oui. Comme si on avait le choix. Mais on a le choix. Oui, on a le choix, quand on dit on a le choix, on prend le choix de ne pas faire. Oui, mais c'est un choix actif. Et c'est justement pour ça qu'il faut que des décisions aujourd'hui de renforcer, par exemple, la souveraineté au niveau de l'armement, par exemple, ne peut pas se faire au détriment, encore une fois, d'éliminer notre capacité à être protégé au niveau de notre santé et au niveau de notre recherche. Donc ces choix, il ne faut pas qu'ils sacrifient à nouveau un système qui est déjà fragilisé. La France est un des pays d'Europe à haut niveau, enfin peut-être le pays d'Europe à haut niveau, qui a investi le moins en recherche biomédicale. Donc la recherche fondamentale en France, c'est 0,3%, opposé à 0,3 du PNB. Du PIB. Comparé à 0,9 en Allemagne. Donc on ne peut pas continuer qui avait moins de dépenses militaires, on le sait, à l'Allemagne, les choses changeront peut-être. Donc si on continue à éroder, alors qu'il y a en France un système, il y a vraiment des chercheurs de très haut niveau, il y a des étudiants très volontaires qui veulent vraiment s'engager dans la recherche, ce sont des carrières difficiles, ce sont des carrières ambitieuses mais aussi difficiles, on ne peut pas continuer à décourager des générations entières à s'engager dans une fonction qui est noble, qui est une fonction justement au service, une fonction de découverte. Oui. Et là, on a de plus en plus de jeunes qui ne s'investissent plus en recherche. En fait, il n'y a plus de débouchés, de moins en moins de débouchés professionnels. Et c'est vraiment un triste constat pour un pays comme la France. Bien sûr. Alors, à ce stade de notre discussion, je voulais revenir sur ce mot que vous avez choisi. Peut-être qu'il a pris une teneur et une couleur un peu différentes, un peu plus amères, entre le moment où vous l'avez choisi et ce soir. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire avec le risque ? Mais ce que je voulais vous dire, c'était l'autre aspect du risque. Aujourd'hui, on a parlé de l'aspect négatif du risque. Mais moi, quand j'entends risque, ou quand j'entends des risques, jusqu'à il y a 2 mois, j'entendais quelque chose de positif. Parce qu'en science, en recherche, tous les aventuriers ont pris des risques. Et d'avoir en fait la capacité de prendre des risques dans une société, d'être ambitieux, c'est quelque chose qui nous fait découvrir, c'est qui nous fait aller de l'avant. Toutes les personnes qui ont découvert ont pris des risques. Et cette notion de risque, qui parfois devient très fragilisée quand il y a moins de ressources ou quand on a peur, nous empêche en fait justement de grandir. Donc pour moi, en science, je voulais justement parler du risque parce que c'est vraiment la définition de la recherche. La capacité d'être capable d'aller de l'avant, de s'engager dans quelque chose de difficile. Quand la découverte du mRNA a été faite, ça a été fait par une scientifique de mRNA qui est justement liée au vaccin. Ça a été fait par quelqu'un qui a pris un risque. À l'époque, personne n'était intéressé. C'était la découverte de, pardon. Quand la découverte en fait de la façon dont les mRNA vaccines ont été faits, c'était complètement un risque. Les gens qui ont découvert CRISPR, qui est en fait une façon de modifier génétiquement. Bien sûr, le ciseau moléculaire. Mais c'était des risques hallucinants. C'est des gens qui ont dit, je vais passer ma carrière à découvrir comment les bactéries se défendent et ont un système immunitaire. Ça semble ésotérique. C'était des risques de carrière qui en fait maintenant changent la donne médicale. Les gens qui ont découvert l'immunothérapie, c'était quelqu'un que je connais très bien qui voulait prendre le risque d'explorer comment on pouvait utiliser le système immunitaire pour attaquer les cancers et personne ne l'écoutait. Il était complètement méprisé par la communauté scientifique. C'est des gens qui ont cru, qui ont pris des risques. Pasteur, évidemment. Pasteur était complètement, c'est le pire de tous. Pasteur qui était chimiste, qui a décidé d'une façon complètement hallucinante de faire un institut, tout seul. Il s'est dit, je vais faire un institut de recherche dans lequel on va faire des découvertes, on va faire des produits, ces produits vont devenir des patentes, ensuite ça va revenir, il est allé faire de la philanthropie. Il voulait un institut indépendant et libre. C'est un risque hallucinant d'avoir fait une chose comme ça tout seul. Et aujourd'hui, 33 instituts Pasteur dans 25 pays. Oui. C'est ça. Et ce risque, cette capacité d'être un aventurier ou une aventurière, c'est ce qui nous a définis dans ce qui est les plus belles choses qui ont été accomplies dans le monde, en sciences et ailleurs, c'est ce risque. Donc protéger cette notion de risque
que les gens soient capables de le faire sans que ça les détruise, ça a été une des forces des États-Unis. Le risque faisait partie de la culture. C'est-à-dire qu'en fait, échouer n'était pas un stigma. Ici, cette notion de risque est vue assez différemment. Et c'était ça justement dont je voulais parler. C'est en fait l'importance du risque, que d'échouer fait partie justement de la croissance. Que d'échouer finalement, c'est qu'on a essayé. De transformer ça et justement d'avoir ce côté de stigmatiser le risque, mais d'en faire une force. Vous rejoignez James Joyce, échoue encore mieux. Alors, je voudrais revenir à la jeune aventurière, Yasmine Belkaïd. Vous êtes née en Algérie et vous avez un père algérien, une mère française, qui elle-même est la fille d'une des premières pharmaciennes des Alpes. Et enfant, vous avez été sur sa paillasse dans sa pharmacie. Elle vous a fait découvrir les herbes et vous avez compris que là était votre chemin. Et on pourrait dire le chemin n'est pas difficile, c'est le difficile qui est le chemin. Donc vous savez, la résilience, ce chemin de la recherche, comme vous le disiez tout à l'heure, on tâtonne, ça prend du temps, il n'y a pas de résultat, on continue. Mais moi j'ai été frappé par ce que vous dit votre père un certain jour, quand il vous dit pas d'engagement sans risque. Votre père qui a été ministre, qui a été d'abord un grand combattant, militant de l'indépendance, qui a passé beaucoup de temps de sa vie en prison et qui est assassiné en 1995. Et ce jour-là, il a dit cette phrase, pas d'engagement sans risque. Vous n'étiez pas là, vous étiez déjà en France. Est-ce que vous pouvez nous parler de la naissance de cette vocation entre les deux rives de la Méditerranée? Pourquoi l'Algérie d'abord, ça c'est votre naissance? Pourquoi la France avant les États-Unis? Moi j'ai eu beaucoup de chance, je pense que je suis née dans l'extraordinaire, avec des gens, avec des destins extraordinaires. Pour moi c'était prendre des risques ou d'avoir des changements de vie était quelque chose qui faisait partie de mon quotidien. J'ai pu voir ma grand-mère algérienne, qui avait été mariée à l'âge de 12 ans, qui ne savait pas écrire. Qui fait penser à la mère de Camus. Oui. Elle n'écrit pas, elle ne sait ni lire ni écrire. Et puis ses filles devenir médecins. Pour moi, c'était normal. J'ai vu mon père qui était rentré, pour lui, dans l'indépendance, à travailler contre l'indépendance à l'âge de 13 ans. Pour lui, c'était normal de passer toute une jeunesse en prison. Très engagé, donc. Très engagé. Et prenant beaucoup de risques. Oui. Et pour moi, le risque ou l'engagement, c'était des choses qui semblaient normales. Ma mère, qui était jeune étudiante française, qui était complètement traumatisée par la colonisation et qui a décidé d'aller en Algérie. Ça, c'est incroyable. Elle arrive en Algérie en 1962, oui. Professeur. Latin-grec, et elle pense que contre les ravages de la colonisation, elle peut amener... Elle veut réparer, elle considère qu'elle a un droit. Elle a une responsabilité de réparation et elle vient pour enseigner. Elle se met au service avec d'autres étudiants. Elle est dans le soin à sa manière, elle aussi, oui. Réparer. Et elle est venue avec un groupe d'étudiants français qui avaient décidé ensemble de partir, tout à fait sans organisation spéciale. Une Française qui arrive en Algérie en 62, après les accords d'Évian, c'est rare quand même. Oui, ça. À 22 ans en particulier. Ouais. Donc, pour moi, c'était normal. C'était le quotidien de l'extraordinaire. Et pour moi, il n'y avait pas de... C'était des destins qui me semblaient tout à fait normaux. Donc, pour moi, le risque, ça fait partie, ou l'engagement... on fait partie de ma vie, de mon enfance. Il n'y avait pas d'autre façon de fonctionner. Donc à 13 ans, sur la paillasse de votre grand-mère, l'autre grand-mère, celle des Alpes, il y a quelque chose qui s'ouvre, vous dites, je ferai ça, moi, je vais chercher? Je ne sais pas, j'ai dû tomber dans la marmite à un moment, mais je me rappelle que j'ai toujours voulu être scientifique, donc toujours. Je ne savais pas ce que c'était qu'être scientifique, mais je voulais être scientifique. Je trouvais que cette blouse blanche de ma grand-mère, c'était fabuleux. Il y avait des machines, il y avait des choses, il y avait sa paillasse blanche. Je trouvais ça absolument fabuleux. Pour moi, c'était un terrain de jeu. Les tubes à essai. Ah ouais, c'était hallucinant. Ouais. Donc, je ne sais pas trop ce que j'ai dû casser dans sa pharmacie, ou en tout cas, j'espère que je n'ai pas mélangé les trucs. Mais la réalité, c'est que j'adorais, en fait. C'était un terrain de jeu pour moi. Et puis, elle était herboriste. Donc, elle connaissait aussi les plantes. Et ça, c'est un autre aspect magique de la biologie, c'est en fait justement de comprendre le pouvoir médicinal d'une plante. Et moi, je trouvais ça absolument d'une beauté fabuleuse. J'adorais aussi les herbiers de plantes médicinales. Enfin, il y avait toute cette magie et cette esthétique de la recherche. Donc, j'ai lu comment vous parlez des soleils sur les hauteurs d'Alger, des couleurs du soleil du matin, du jaune, de l'or, du violet, du rose, et puis les herbes. Ces herbes, pour vous, le mystère du vivant
Vous dites que vous entretenez avec la science presque un rapport mystique. Vous pouvez dire, parce que la foi, on croit en quelque chose sans la preuve. Vous voulez des preuves quand même. Oui, je crois en la beauté de l'exploration et la beauté de la logique du vivant. Je trouve que c'est un puzzle le plus magique qui soit. Donc pour moi, décoder ce puzzle qui est infini, je trouve ça absolument une quête sans fin, mais une quête magnifique. Comment comprendre comment les choses fonctionnent dans leur beauté. Quand on va dans l'infiniment petit et qu'on se rend compte de la sophistication du système, c'est absolument magnifique. Il y a une beauté dans la logique de la science et de la vie qui est vraiment absolument addictive. Moi, je me sens, effectivement, c'est ma religion. Oui. Oui. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire dans quelles circonstances vous quittez l'Algérie? J'ai rappelé ce qui est le destin terrible de votre père pendant cette fameuse décennie noire. On avait reçu au mois de septembre ici Kamel Daoud, qui l'avait beaucoup raconté à travers son roman, Ouri. Donc, vous faites des études à Alger, déjà de scientifique, de biologie, et vous partez quelques années avant la mort de votre père. Oui, alors j'étais à l'université, donc j'ai fait une maîtrise de biochimie à l'université de Babzoa, à Alger. Et puis moi, je voulais rester en Algérie, c'était mon pays. Et j'étais très engagée justement à la suite de l'engagement de mes parents aussi, de continuer à construire ce pays qui était le mien, ma famille, mes amis, tout était là. Je n'avais pas du tout l'intention de partir et la guerre civile d'Algérie est arrivée et l'université a été particulièrement affectée. Et l'université s'est arrêtée. Et en fait, je voulais faire une thèse. Complètement. Ah, c'est arrêté complètement. Et la violence commençait à émerger dans l'université. Dans la dernière année où j'étais à Alger, il y avait de plus en plus de violence dans l'université. Des gens commençaient à devenir cibles. Et en fait, on devenait de moins en moins... Les islamistes s'opposaient à la science? Je ne sais pas si c'était la science en particulier. En tout cas, ce n'était pas particulièrement ciblé. Mais dans les universités, il y avait énormément de mouvements violents. Ouais. Il n'y avait pas spécialement une attaque de la science, en tout cas pas à ce stade. C'est un autre type d'attaque, oui. C'est ça. Donc vous partez en France et qu'est-ce qui se passe en France? En France, d'abord je découvre l'hiver et puis je découvre la recherche à l'Institut Pasteur et c'est là où je commence justement ce travail. J'avais commencé en Algérie, j'avais commencé à travailler sur les microbes, j'ai toujours été obsédée des microbes et j'ai continué ce travail à l'Institut Pasteur pour comprendre justement comment les microbes peuvent infecter des tissus, non pas les microbes qui sont positifs, mais ceux qui causent des infections. Et c'est là où j'ai commencé à travailler à l'Institut Pasteur et découvrir toute une dimension de recherche que j'ai continué à porter après. C'est ça. Et là, donc on boucle un peu notre conversation. On peut se dire, vous pouvez vous dire, voilà, je vais dérouler un parcours scientifique de recherche dans un très grand institut, l'Institut Pasteur. Vous y restez combien de temps? J'y reste pour ma thèse, donc j'y reste 4 ans et demi, je crois, quelque chose comme ça. Puis à la suite de ça, il n'y avait pas forcément de débouchés. Puisque, quand vous dites pas forcément de débouchés, c'est-à-dire qu'on vous propose pas de débouchés, rien. En fait. Ouais, pas de débouchés, donc on enlève le forcément. Il n'y a pas de débouchés. Il n'y avait pas de débouchés, donc il n'y avait pas un métier qui m'attendait ou une position qui m'attendait. Et à l'époque, les États-Unis, il y avait des positions très faciles. Donc je suis partie un peu à l'aventure sans parler l'anglais. Sans parler l'anglais, effectivement. Ouais. Effectivement, je ne sais pas très bien ce qui m'était arrivé. Je suis arrivée donc sans parler l'anglais aux États-Unis en me disant on va voir. Et ce qui ne veut pas dire que je n'avais pas forcément peur d'y aller, mais j'ai essayé. Et j'ai découvert un autre... Donc là, on est quelle année, pardon? On est dans 96. 96. Et puis j'ai découvert justement un monde très international avec des scientifiques qui venaient du monde entier, tous avec un anglais aussi farfelu les uns que les autres, et puis qui travaillaient ensemble avec une grande joie, beaucoup de ressources et beaucoup de liberté. Et j'ai découvert aussi justement la possibilité d'avoir une voix très jeune. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas hiérarchique. Donc on peut être un étudiant, on peut être un jeune chercheur, et très vite on a une voix. Et j'ai trouvé ça absolument fascinant pour moi d'avoir une voix très vite en recherche, sans avoir de cheveux blancs, d'être capable justement de commencer à avoir une vraie voix scientifique très tôt. Et c'était une des forces, j'espère que ça le sera un jour à nouveau, mais c'était une des forces des États-Unis. Ouais. Mais à contrario, ça veut dire qu'en France, on ne pouvait pas trouver cette possibilité justement d'être traité entre guillemets d'égal à égal. On est un jeune chercheur, on est un étudiant avec un ponte, un mandarin. C'était pas du tout le cas quand j'étais étudiante. C'est qu'en fait, il y avait vraiment cette pyramide dans lequel, ce qui est en plus l'inverse de ce que la science doit être. Parce que la science, c'est vraiment une intelligence collective.
Donc les idées, elles peuvent venir de partout. Elles peuvent venir d'un étudiant en physique qui vient dans un laboratoire de biologie, peuvent venir d'une conversation avec un médecin. Donc l'intelligence collective et les meilleurs laboratoires sont capables de capitaliser sur toutes ces intelligences qui viennent de plein de gens. Donc en fait, ces systèmes très pyramidaux, pyramidaux, n'étaient pas forcément les bons systèmes. Et d'ailleurs, ça a changé. C'est plus du tout le cas et c'est beaucoup plus plat comme structure maintenant. Mais c'était presque un poncif de dire ces dernières années, les bons chercheurs français, ils partent aux États-Unis. Il y a eu une prix Nobel de chimie, je crois, il y a 2 ou 3 ans. Elle a raconté aussi comment... donc votre parcours n'était pas unique de ce point de vue-là. Et pourquoi cette hémorragie Il y avait beaucoup de Français là où vous étiez? Il y avait beaucoup de Français. En fait, il y avait des gens du monde entier. Les États-Unis, en fait, leur force dans la recherche, c'était justement d'attirer tous ces cerveaux du monde entier. Et ça a été vraiment leur force. Si on regarde dans les universités américaines, dans les laboratoires, il n'y a pratiquement que des étrangers. Moi, dans mon laboratoire, à un moment, je me rappelle, il y avait 27 nationalités dans un seul laboratoire. Oui. Donc ça, c'était vraiment la force des États-Unis, de prendre des gens du monde entier, les meilleurs du monde entier, et justement, ça a été cette force pendant des années. Oui. Est-ce que vous pensez, dans cette folie de purge qu'on connaît, que des jeunes chercheurs ou des chercheurs étrangers non américains vont être envoyés chez eux? Ça a commencé? Oui, ils le sont déjà. Moi, je sais que j'ai de mes propres, des gens que je formais, que j'étais encore en train de former aux États-Unis, leur travail s'arrête. Donc, en fait, ils sont en train d'être renvoyés. Donc, les gens qui sont dans des contrats temporaires, et il y a d'autres choses aussi, c'est que des gens qui généralement partaient aux États-Unis ne veulent plus partir. Donc, je reçois en fait quotidiennement des emails de gens qui généralement seraient des jeunes qui partiraient, qui veulent rester. Donc, en fait, il y a aussi une grande demande de rester. Ils ne veulent plus partir aux États-Unis. Ça fait très peur. Ouais. Et des gens aux États-Unis qui veulent revenir. Ouais. Yasmine Belkaïd, pour terminer, est-ce que vous pourriez nous dire quelque chose qui nous donne de l'espérance? En fait, je suis assez positive. Je sais que ça n'a pas l'air, mais c'est pas parce que... positif, quoi. Non, je crois à la force, à notre force collective. Je crois à notre force de résistance. Je sais que l'on peut résister. Je crois justement aux valeurs portées par cette société ici. Je crois à l'engagement. Donc j'ai confiance dans notre capacité. Les années à venir vont être sans doute difficiles. Mais je crois profondément à notre capacité de résister, de nous réinventer, de réaffirmer des valeurs et de redéfinir un monde dans lequel on veut vivre. Donc oui, je suis étrangement optimiste, tout en étant très consciente de ce qui est en train de se passer. Merci beaucoup pour cette heure qui a filé comme une flèche. Merci pour votre générosité, pour votre clarté, pour votre parole. Merci à tous. Et le Pasteur Don, ça existe toujours. On peut donner à la science, on peut bien sûr donner à Pasteur. Pasteur Don. Oui. J'ai oublié de faire ma PR d'ailleurs. Non, mais je vous ai Pasteur, pas donné l'occasion. une institution indépendante qui compte sur la générosité du public. Donc ne vous oubliez pas, nous sommes là pour nous battre pour vous. Merci. Merci à vous tous. Le mois prochain, c'est encore une surprise. Le mois d'après, c'est une demi-surprise. J'attends encore une confirmation. Vous pouvez écouter en podcast la rencontre du mois dernier avec Raymond Depardon, qui s'ajoute à tout ce qu'on a pu enregistrer de très belles conversations depuis Mona Ozouf, pour ceux qui sont les plus fidèles depuis le début. Et bien sûr, cette conversation sera rapidement montée dans un podcast pour que vous puissiez la réécouter avec toute sa richesse et toutes ses facettes qui vont de la recherche la plus pointue à la sensibilité la plus épidermique. Merci beaucoup à vous et bonne soirée. Merci, c'est formidable.